Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon. Hello, ça va les cras. Voilà, ravi de vous retrouver. J'ai mis un peu de temps. Je suis rentré de Thaïlande. Je suis actuellement en France, chez moi. Il fait très beau. Et en fait, je suis content d'être rentré. Voilà, bon, il fait un peu froid. Euh, c'est juste ça, mais cela dit, ça fait du bien, hein. Après un mois et demi de chaleur étouffante. Mêlée de pollution à Bangkok, je suis plutôt content. Voilà. Alors, voyage de retour, déjà, parlons-en. Oui, alors, quand même, pour que vous restiez et que vous ne partiez pas tout de suite, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit changement, alors, qui n'est pas certain, mais disons, d'une autre stratégie pour mon expatriation en Thaïlande et notamment d'un point de vue immobilier, une autre stratégie à laquelle j'ai pensé. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai encore. C'est important de réfléchir dans la vie, les gars. Il ne faut jamais se précipiter. Bref, la vidéo, dans un très court instant, traitera de ce sujet. Alors, mon retour s'est extrêmement bien passé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vol direct Bangkok-Paris, surtout en classe, comment on appelle ça, économique. Voilà, c'est fait. Alors, franchement, déjà, point très positif, c'était la première fois que je voyageais avec Thai Airways, et j'avoue que c'est une très bonne compagnie. Voilà, et alors, ce qui est agréable, et d'ailleurs, je pense surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on part de Paris et qu'on va en Thaïlande, à Bangkok, c'est qu'en fait, votre voyage commence dès la France, parce que c'est une compagnie thaïlandaise, donc les hôtesses sont thaïlandaises, elles sont vêtues de manière thaïlandaise, et du tout, voilà, c'est immédiatement des paysans. Alors, la nourriture, je ne sais pas si dans le sens France, Thaïlande, elle est thaïlandaise. En tout cas, là, dans le sens Thaïlande-France, elle l'était. Et du coup, voilà, c'était même pas mauvais d'ailleurs. Et puis, alors surtout sur le choix du vol, moi, c'est un truc que je vous conseille. Très honnêtement, j'ai même pas réfléchi quand je l'ai fait, mais c'est vrai que je suis parti en fait très tard, enfin tard, vraiment, de Bangkok, puisque le vol était à minuit passé. Donc du coup 12h30 de vol, et je suis arrivé à Paris à 6h30 du matin. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu envie de dormir naturellement dans l'avion, parce qu'il était tard pour moi par rapport à ma dernière journée à Bangkok. Voilà, donc disons que le temps en fait de décoller, d'attendre le dîner, de manger, j'ai même pas pu regarder un film. Je me suis endormi tout de suite. J'ai dormi pas loin de 6h30. Voilà, ce qui pour moi en plus est un truc à peu près normal. Et puis, ma foi, l'arrivée à Paris, c'est à 6h30 du matin. Voilà, ce qui est une heure à laquelle souvent je me lève. Et donc du coup, tout ça avait l'apparence de la normalité, on va dire, parce que l'espèce de jet lag m'est tombé dessus après quand même. C'est-à-dire qu'il y avait là-dedans un truc pas très normal. Et voilà, et j'ai fini par le comprendre. Bref, en tout cas, chouette expérience. Alors oui, petit truc quand même, moi, à qui ça arrive de voyager en business quand j'ai les fonds, là ce n'est pas le cas, les billets business sur Thai Airways j'ai regardé, hein, sont beaucoup plus chers que les billets business sur Qatar Airways. Voilà. Mais bon, Qatar Airways, on ne sait pas quand exactement on pourra y retourner. Alors, sinon, tiens, alors évidemment, depuis que je suis là, je me suis un peu baladé sur YouTube, et alors, j'ai une petite nouvelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cher Olivier qui avait fait un chouette boulot en décortiquant un espèce enfin en étudiant de très près un espèce de site d'aide au visa, un peu à l'expatriation, qui était proposé par Sabritai, et notamment donc il avait étudié plein de trucs, il avait émis quelques doutes, voire quelques soupçons, et notamment il y avait des avis donc d'utilisateurs qui étaient d'une incohérence folle, parce que chronologiquement ça marchait absolument pas, ça ressemblait à des trucs fabriqués. Alors
je suis retourné sur ce site qui s'appelle thaivisa.org. Et alors, figurez-vous, les témoignages, les avis ont juste disparu. Voilà, alors visiblement, il y a eu de la réactivité. Qui a réagi? Je ne sais pas. Même si j'ai une petite idée, suivez mon regard. Voilà, toujours est-il que le site a un peu changé. Après, les autres problèmes demeurent. Mais bon, voilà, au moins si quelqu'un a compris que ce n'était pas une très bonne idée de mettre des avis, des témoignages frauduleux fabriqués de toutes pièces, hein. Voilà, ou qu'en tout cas, quand on voulait le faire, il fallait être un peu malin et y apporter une espèce de cohérence. Bref, fin de tout ça, je reviens immédiatement et là, je vous parle de cette nouvelle stratégie expatriation, immobilier, à laquelle j'ai réfléchi. À tout de suite. Alors, de retour. Alors, cette nouvelle stratégie, là. Bon, petit rappel. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes. Donc, moi, en fait, je suis toujours là, à cheval, c'est le cas de le dire, entre la Thaïlande et la France, à cause d'histoires de boulot, etc. Voilà. J'ai donc prévu, moi, de m'expatrier de manière, on va dire, quasi définitive, en tout cas d'inverser mon système, c'est-à-dire d'avoir ma base en Thaïlande et de ne plus venir en France que de manière un peu nomade, c'est-à-dire plus d'appartements, plus d'endroits et une organisation qui du coup sera un peu au coup par coup, mais c'est exactement ce que je fais pour l'instant quand je viens en Thaïlande. Donc là, je vais juste inverser les trucs. Ça, c'est prévu, on va dire, pour début 2028. Voilà. Parce que j'ai encore un truc de boulot ici que j'aimerais beaucoup faire et ça va me prendre jusqu'à fin 2027. Alors, dans ma stratégie, et qui évidemment a à voir avec l'immobilier, donc je vous rappelle aussi que moi, j'ai déjà acheté un condo en leasehold à Phuket, entre Bang Tao, Laguna, enfin, dans ce coin-là, voilà, que c'est une excellente affaire, même si certains vont être surpris que je l'ai acheté en leasehold, mais enfin, de toute façon, c'est simple. Dans l'immeuble, il n'y avait plus de quota étranger, donc il n'y avait pas le choix. Bref, voilà. Donc, toute ma stratégie repose sur le fait que je vais vendre mon appartement à Paris, enfin à Nogent-sur-Marne. Voilà. Et que du coup, je vais réinvestir cet argent en Thaïlande. Alors, vous imaginez bien que il faudrait que je réussisse, puisque cet appartement, en fait, que j'ai à Nogent, c'est un vrai bien palpable en toute propriété et que donc normalement, à la fin de ma petite vie, ça devrait revenir à mes enfants. Donc, si je prends cet argent, je vends, je le prends, j'en fais n'importe quoi et il disparaît, c'est vrai que c'est pas très cool pour eux, même si voilà, on est en droit de penser que allez, ils ont qu'à se débrouiller. Non. Voilà, donc j'ai cet argent, j'arrive en Thaïlande. Ma stratégie, c'était donc, je vous le rappelle, d'acheter une première villa off-plan, même off-market à Koh Samui, afin de faire une bascule immédiate. C'est-à-dire, je l'achète off-plan, elle se construit, et dès qu'elle est construite, terminée, prête à l'emploi, si le prix de revente est intéressant, je revends et du coup, je fais une belle plus-value. Si ce n'est pas le cas, je la loue. Voilà. Et donc, pendant la construction de cette maison, qui devrait être à peu près entre 10 et 12 mois, il faut que je m'occupe de ma vie. J'ai craqué j'ai craqué une bonne partie de mon argent pour acheter cette villa, même si j'en garde quand même un peu sous le pied. Et donc, voilà, il faut que j'aille m'installer quelque part. Voilà. Et si possible, m'installer dans l'endroit où je vais rester. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit changement de ma part, mais parce que, vous savez, dans la vie, quelqu'un a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc, en fait, je suis intéressé par Hua Hin, figurez-vous. Et d'ailleurs, par Hua Hin, mais peut-être même un peu plus bas, dans un coin qui s'appelle Pran Buri, qui est à 25 minutes de Hua Hin, et qui est un très joli endroit,
très à l'abri des masses touristiques, très à l'abri des farangues, excusez-moi, les farangues, voilà. Et c'est très nature, et voilà. Et on est qu'à 25 minutes en voiture de Wahin. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on est un peu sur le chemin du Sud, et le chemin du Sud, alors en conduisant, en mettant la voiture sur un bateau, pour l'instant, il n'y a pas le pont encore qui est construit, on peut aller à Koh Samui, etc., etc. Voilà. Donc, alors, cette première ville-là, elle est construite, je l'ai revendue, du coup mon capital a un peu augmenté, et avec ce capital, j'achète une autre villa dans laquelle je vis, carrément, je m'installe, voilà. J'ai pas envie de dire je finis ma vie, mais on n'est pas loin de ça. Et puis, j'achète un ou deux, si je peux, ce qui n'est pas sûr, petits condos pour avoir un complément de retraite grâce aux revenus locatifs. Voilà. Et puis alors, sur le système d'achat, évidemment, j'ai pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que c'est un leasehold, et vous allez voir, c'est là qu'il y a un truc qui gêne un peu. C'est un leasehold. Le terrain, je le mettrai au nom de mon ami. Voilà. Je ferai, entre elle et moi, auprès d'un avocat, un contrat privé de lease, de manière à être certain que, voilà, pendant 30 ans, on est liés. Et puis, le résultat de tout ça, c'est que, soit à ma mort, je pense pas que j'arriverai à 30 ans, encore 30 ans, mais bon, on sait jamais, ça me fera quand même 30 ans, que ça me fera 95 ans, quand même, c'est quand même âgé. Bon, de toute façon, à la fin de tout ça, que ce soit mon décès naturel ou la fin du lease, tout reviendra à mon amie, qui du coup verra son avenir assuré, elle sera propriétaire et de la maison et du terrain. Voilà. Alors, j'ai un peu réfléchi en fait. Alors, les choses qui me gênent dans tout ça. D'abord, cette histoire de première villa à Koh Samui, c'est hyper excitant à faire. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai très envie de le faire avec eux. Cela dit, il s'agit quand même un tout petit peu de remettre une partie de mon capital à risque. Le risque n'est pas énorme, bien sûr, mais il y a toujours un risque. Vous me direz, quand on investit, il y a toujours un risque, ce qui est vrai. Mais disons que là, moi, je suis un peu au bout de ces aventures-là, et là, il va falloir que je remette encore, alors je ne sais pas, on va dire 200 000 € à risque. C'est-à-dire que cet argent qui vient de la vente d'un vrai bien que j'ai ici, en pleine propriété, qui est payé, etc., je vais le replacer sur un projet immobilier sur lequel, je pourrais avoir une mauvaise surprise et donc perdre une partie de cet investissement. Bref, il y a un autre aspect, en fait, c'est la flemme. C'est-à-dire que je sais pas, franchement, je sais pas si j'ai envie de trouver l'énergie pour ce genre de projet, parce que ça va impliquer que si j'habite à Wahin, par exemple, il va falloir que j'aille souvent à Koh Samui, ou alors que je décide de vivre à Koh Samui pendant 1 an, le temps que cette ville-là se construise, parce que oui, je compte évidemment suivre le chantier de très près. Vivre à Koh Samui, c'est pas un truc qui m'enchante, voilà. Et si c'est Wahin, ça veut dire que c'est beaucoup de trajets, beaucoup de voyages, donc des frais, etc., etc. Et puis, donc ça, c'est mes premiers doutes sur ce premier projet. Vais-je le faire ou pas? Je ne sais pas. J'ai encore le temps pour y réfléchir. Et puis alors, sur le deuxième projet, oui, l'idée c'était donc d'acheter une villa, donc une autre villa, vers Wahin sans doute, cette fois-ci pour y vivre vraiment avec mon ami, en sachant que cette villa lui reviendra à ma mort, ou à la fin du lease. Voilà. Et c'est là que... Et à côté, j'achète 1 ou 2 condos, probablement à Phuket, je pense plutôt, parce que c'est vrai que pour les condos et pour la location, c'est quand même pas mal. Et c'est là, du coup, qu'il y a une espèce de logique qui disparaît. C'est-à-dire que cette maison, donc la seconde que j'achète en lease, blablabla, à ma mort, elle part à mon ami. Alors oui,
moralement, moi je trouve ça super, c'est-à-dire que cette personne qui m'aura supporté, voilà. Mais bon, mais par contre, du coup, je sais pas, mes enfants ici, ils voient pas tout à fait ça, enfin, mes enfants, mon fils en tout cas, il voit pas tout à fait ça du même œil et ça m'a fait réfléchir et ils ont peut-être pas tort, voilà. Du coup, j'ai refait mes calculs. Alors, la première maison, encore une fois, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'après ça, euh, je vais me servir du capital, donc soit ce que j'ai aujourd'hui, quand j'aurai vendu ma maison en France, soit ce que j'aurai après avoir fait une première opération immobilière avec la villa à Koh Samui, cet argent, en fait, je vais l'utiliser pour acheter des condos uniquement. Et je pense que je devrais pouvoir, et oui, en acheter 3. Alors, quand je parle de condos, c'est des condos à entre 5,5 millions et 6 millions de bahts chacun. Vous faites le calcul, oui, ça fait en effet 18 millions de bahts. Voilà. Mais bon, je devrais pouvoir le faire. Cet argent devrait générer en fait, donc des condos évidemment qui, eux, du coup, seront en pleine propriété, que je vais laisser à mon nom, mais mes enfants pourront évidemment en hériter à ma mort. Ce sera pour eux. Voilà. Et donc, j'estime, si on estime 8% de rendement locatif, euh, j'estime que net de tout, net d'impôts, net de frais, et notamment de frais de gestion, puisque je ne vais pas m'occuper de ça moi-même, c'est trop de boulot, donc je donnerai ça à une boîte, il faut compter à peu près 20%, je pense. Voilà. Donc, et ben cet argent, ça devrait générer environ 2 000 euros par mois de revenus locatifs net. Et j'essaye de rester un peu pessimiste, comme ça, j'aurai peut-être une bonne surprise. Voilà. Et donc, eh ben, du coup, avec cet argent, euh, avec ma retraite par-dessus, plus le condo que j'ai déjà acheté, disons que je devrais avoir des revenus suffisants eh ben, pour louer la villa où je vais habiter. Voilà, c'est-à-dire oublier l'isole, parce qu'en fait, un lease, c'est une location longue durée. Donc voilà, je vais transformer la location longue durée en location peut-être longue, peut-être courte, on ne sait pas. Et cette location, moi, je l'estime à, on va dire, entre 1200, 1300, 1400 euros par mois. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien là-dedans, en fait, c'est que ça m'apporte de la souplesse un petit peu partout. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai 3 condos dont je suis propriétaire. Dans la vie, il peut se passer des choses. Disons que si j'ai besoin d'en revendre un, c'est relativement pour une urgence, pour un truc important. J'en ai 3, donc ça sera peut-être moins compliqué de récupérer de l'argent en vendant un des 3. Voilà. Et puis de l'autre côté, en louant une maison, c'est-à-dire en prenant pas un lit sur 30 ans, j'ai l'impression que j'acquiers un peu de souplesse. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, mon ami et moi, on a envie de changer de bled, de changer de crèmerie, comme on dit. Voilà, on en a marre de Hawaï, on a envie d'aller vivre 2 ans à Phuket ou je sais pas où, ou à Chiang Mai, ou voilà. On peut le faire parce qu'une location, c'est assez facile de l'arrêter. Alors qu'une maison qu'on a sur les bras, avec dont on est propriétaire entre guillemets, il faut qu'on la vende, donc il faut que ça se vende. C'est pas si simple. Voilà. Et donc du coup, on est moins souple. Donc ça, c'est euh, un peu voilà, pour la logique du truc que moi, en fait, j'aime bien. Alors, vous allez me dire, mais la copine, tout ça, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus propriétaire de quelques terrains que ce soit, donc, il n'y a plus rien pour elle. Alors justement, si il y a quelque chose pour elle, c'est-à-dire que plutôt que de la relier à la fin d'un leasehold qui va se passer, je ne sais pas quand, voilà, et en effet, où là, elle pourra espérer récupérer un joli petit capital, et en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'argent que j'allais dégager, c'est-à-dire les rendements locatifs de mes 3 plus 1, 4 appartements, plus ma retraite, en fait, je pouvais lui donner une somme d'argent. Voilà.
petit à petit. Alors, est-ce que ce sera tous les mois? Est-ce que ce sera une fois par an? Je ne sais pas. Mais en tout cas, alors, j'ai fait le calcul, en fait, un peu en partant de la fin, c'est-à-dire en me disant, voilà, au bout de 30 ans, j'ai même fait le calcul sur 20 ans, en fait, en me disant, voilà, en me disant, je vais vivre que 20 ans. Donc, au bout de 20 ans, je meurs, elle récupère, oui, alors normalement, enfin, je sais pas, suivant le contrat, peut-être mes enfants ont encore droit à 10 ans de lit sur la maison, mais bon, bref, faisons les choses simples. Disons qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, elle récupère tout, voilà. Mais elle va être d'abord très triste, évidemment, de me perdre. Vous rigolez ou quoi? Je serais devenu un vieux con insupportable avec plein de problèmes physiques que vous pouvez imaginer. Non, non, mais bref, voilà. Dans le premier cas de figure où on achetait en leasehold, elle est obligée d'attendre, enfin, elle attendra pas, elle va pas espérer ma mort. Mais disons que voilà quoi. Alors que dans le truc que j'ai imaginé, ben en fait, donc valeur, j'ai pris la valeur du lease au stade final, c'est-à-dire dans 30 ans, et je suis revenu et j'ai divisé ça en fait par an et par mois. En faisant le calcul suivant, voilà, si je lui donne tant par mois, donc tant par an, et ben en fait, au bout de 30 ans, je retombe sur le même chiffre que ce qu'elle aurait eu en réalisant la vente du terrain et de la maison, puisque le lease est tombé. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était faisable, en fait, financièrement pour moi. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même beaucoup mieux de lui donner de l'argent au fur et à mesure. Comme ça, alors vous allez me dire, ouais, le risque, c'est que dès qu'elle va, elle peut partir dès qu'elle pense qu'elle en a assez. Bah, où est le problème? Très bien, parfait. Moi, moi, ça va encore, hein, mais j'en ai encore pour combien de temps à dire ça va? Voilà, peut-être que dans 10 ans, je serai pas Jojo. Je vous parle pas de dans 15 ans, je vous parle pas de dans 20 ans. Voilà. Donc je me dis, si ça marche plus entre nous, à un moment donné, et que voilà, et que l'évidence fait que il faut pas qu'on continue parce que je suis trop âgé, c'est pas drôle pour elle, elle a envie de retourner dans sa famille, ben, elle aura déjà un premier petit capital qui se sera fabriqué avec ce que je vais lui donner par mois. Voilà. Et du coup, voilà, ce modèle, alors il me semble pas mal, et c'est vrai qu'il me fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors encore une fois, j'ai encore le temps de réfléchir, mais pour moi, ça changera rien. C'est-à-dire que prendre un leasehold sur 30 ans que je paye d'un coup, à la fin, il n'y aura plus rien. Donc, alors, le seul truc qui fait tiquer, c'est qu'évidemment, il y a un différentiel. C'est-à-dire que si je prends le leasehold, que je le divise par 20 ans et par 12, alors c'est l'équivalent d'un loyer à peu près pour une villa hein, en mode 3 chambres, 3 salles de bain, plus une piscine. Ça donne un loyer d'environ 1000 euros par mois, donc pendant 20 ans, basé sur le prix d'achat de la maison. Pour la même maison en location pure, je vous l'ai dit, je pense qu'à 1400 euros par mois, je m'en sors très bien, sauf que je récupère la souplesse qui est attachée au système de location. Voilà. Donc, oui, alors évidemment, il y a aussi l'autre façon de voir. Vous pourrez toujours me dire, bah oui, mais du coup, le propriétaire, il peut te virer quand il veut. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est la vie. J'ai choisi d'être locataire, il me vire. Je m'en vais, je trouve autre chose. C'est pas très compliqué. Voilà. En tout cas, ça c'est pas mal, parce que vous voyez, d'un côté, avec le leasehold, de toute façon, ça revient à peu près sur 20 ans à 1000 euros de loyer par mois, et je vous ai annoncé que j'étais prêt à mettre 1003, 1004 dans une villa, qui je pense sera un peu du même niveau. Donc, de ce côté-là, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de perte d'argent. L'énorme différence, par contre, c'est que du coup, il y a un vrai capital familial qui est fabriqué, qui va être basé sur l'achat de ces condos, qui reviendront à mes enfants à mon décès. Et de l'autre côté, parce que je trouve ça normal, j'assure aussi
l'avenir de mon ami voilà, en lui donnant de l'argent de manière souple, c'est-à-dire que bah voilà, si au bout de 10 ans je suis devenu insupportable, qu'il faut me mettre des couches, que je... c'est pas très rigolo. Non, mais bon, voilà, à un moment donné, je comprendrais tout à fait qu'elle me dise, écoute, tu sais quoi, prends une infirmière et moi je peux plus, voilà. Bah oui, bah voilà, elle aura un bon petit capital qui pourra lui permettre de rebondir. Et moi, de toute façon, j'aurai d'autres problèmes dans la vie que j'aurai des problèmes de couche, en fait. Voilà, bref, vous avez compris, et ça c'est un conseil global, ne vous précipitez pas, vous avez des projets d'expatriation qui passent par de l'immobilier, sans doute, prenez vraiment le temps de trouver des stratégies, de peser le pour et le contre, de parler avec des gens, voilà, pour prendre les bonnes décisions. Voilà, j'ai fini avec mon petit changement de stratégie. Bon, qui encore, je vous dis, il y a encore beaucoup de temps. On a le temps de réfléchir. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. À très vite. Salut.